Parmi les sciences de gestion, la gestion des ressources humaines tient une place probablement à part. Maurice Thévenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au CNAM, à l'ESSEC. Vous êtes un spécialiste de gestion des ressources humaines. Vous avez contribué grandement à la Revue française de gestion depuis quasiment son origine, en tout cas depuis le début des années 80, avec un numéro fondateur en 1984 sur le thème de la culture, dont on reparlera sans doute à d'autres occasions. Quel regard vous portez en termes d'évolution depuis 30 ans sur la fonction gestion des ressources humaines et ses transformations? Je crois que c'est effectivement le moment de se poser cette question, puisque ce domaine de la gestion des ressources humaines, qui concerne quand même énormément de professionnels, qui concerne beaucoup de salariés, est un domaine aujourd'hui finalement qui n'intéresse plus beaucoup, au moins dans les écoles de gestion, voire les universités, où on s'aperçoit que ces contenus disparaissent progressivement, des programmes de MBA par exemple, pourraient être remplacés par d'autres choses tournant autour du comportement organisationnel, du leadership. Donc c'est vraiment, je pense, le moment de faire ce regard rétrospectif. Alors très concrètement, donc on vient de l'ancienne fonction gestion du personnel, c'est ça? Oui, la fin des années 70, début des années 80, c'est l'époque où la notion de ressources humaines, finalement s'impose. C'est le moment où le célèbre manuel, qui était un peu fondateur de notre collègue Peretti, abandonne son titre personnel pour prendre le titre ressources humaines. Et ce changement était bien sûr significatif, avec à l'époque un terme ressources humaines qui est très positif, qui est très valorisant, pour deux raisons. Premièrement, parce que les ressources, on y fait attention. On veut les préserver. On les préserve, on les développe. Et puis également parce que les ressources, finalement, cette notion de ressources permettait à la fonction ressources humaines de prendre sa place comme une fonction parmi les autres. Donc à l'époque, c'était très très valorisant. Force est de constater que 30 ans plus tard, sans même venir à 2014, mais je trouve que le film de Cantet, Ressources humaines, a été un moment assez important, puisque c'est un superbe film sur cette relation entre un fils et son père, mais curieusement, ça ne tourne pas autour de la relation entre son fils et son père. Le titre est Ressources humaines, et vous vous rappelez sans doute de l'intrigue d'un jeune stagiaire en ressources humaines qui fait un stage donc, dans une entreprise où travaille son père et où son père va être la victime d'un plan social. Et finalement, ça y est, les deux mots étaient maintenant plantés dans le décor. Et l'infinitif qui précède les ressources humaines n'est plus valorisé, mais devient exploité. Absolument. Alors on a une situation paradoxale, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on va parler de gestion des talents, on va parler de plus en plus des professionnels. Vous avez coordonné un numéro spécial sur le management des professionnels. Et puis, simultanément, on va avoir le sentiment que les ressources humaines, enfin l'humain, se perd. Vous avez publié un article qui était Crise et gestion des ressources humaines. Vous alliez loin dans ce que vous évoquiez. Vous avez proposé presque un effacement de... Oui, parce que la fonction ressources humaines, si vous voulez, est une fonction qui s'est toujours un peu cherchée. Premièrement, parce que ce n'est pas une fonction opérationnelle. Donc, c'est une fonction, finalement, de support, comme on dit, de manière un petit peu bienveillante, mais ce qui veut dire quand même qu'ils ne font rien, quoi. Ils font en sorte que les autres fassent, mais ils ne font rien. Et puis, le deuxième, je dirais, la deuxième caractéristique de base de la gestion des ressources humaines, qui lui pose énormément de problèmes partout, finalement aussi bien dans le monde académique que dans le monde professionnel, c'est que dans ce domaine-là, tout le monde a l'impression de savoir. Bien sûr. Et si tout le monde a l'impression de savoir, personne ne ressent le besoin d'apprendre. Et ça, c'est un très grand problème de la fonction, qui explique sans doute pourquoi les professionnels, les ressources humaines se trouvent parfois mal aimés dans leurs propres entreprises. Pourquoi, peut-être plus que d'autres fonctions, ils sont très avides de participation à des associations professionnelles, à des groupes extérieurs, pour aller chercher en quelque sorte à l'extérieur le soleil qu'ils n'ont pas dedans, en quelque sorte. Donc c'est une fonction qui traditionnellement s'est interrogée sur elle-même et qu'il fait encore aujourd'hui. Et qu'il fait encore aujourd'hui
Parce qu'il me semble y avoir deux grands phénomènes que l'on voit apparaître autour des ressources humaines. Le premier, c'est qu'on s'aperçoit que l'entreprise, le travail, le salarié n'existe pas au singulier. Et que finalement, en regardant en France, mais dans le monde en général, eh bien, on s'aperçoit que les politiques de ressources humaines menées par les institutions peuvent ressortir à des modèles très, très, très différents. Qu'est-ce que j'appelle modèle? J'appelle modèle une conception de l'entreprise, une conception du travail, une conception de la relation entre employeur et employé, ce qui fait véritablement le cœur de la fonction. Et donc, d'une approche qui, il y a une trentaine d'années, était assez homogène, avec, on peut le dire, une espèce d'idéologie commune, sympathique du cercle vertueux de l'économique et du social, finalement, qui était plus ou moins, qui était assez largement partagé, même s'il pouvait y avoir des différences selon les secteurs ou selon les tailles. Ben aujourd'hui, on arrive à des modèles qui sont très, très, très différents. Éclatés, vous avez dit. Très éclatés. Si j'oppose un modèle low cost, je ne parle pas des produits low cost, je parle d'un modèle low cost des ressources humaines, Bien sûr. Par rapport à des approches très, très, très individualisées, à laquelle ressortit par exemple cette gestion des talents, qui est une approche très très personnelle, individuelle des ressources humaines, des approches encore qui mettent beaucoup plus l'accent sur la nécessité d'une implication forte, d'une culture forte, tout simplement parce que c'est un élément du business model. Et entre ces trois modèles, enfin brièvement présentés, vous apercevez que vous avez des conceptions, non seulement des conceptions philosophiques ou éthiques différentes, mais bien évidemment des préoccupations, des outils, des méthodes, des techniques eh bien, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et vous évoquez même un éclatement de la fonction, par conséquence de cet éclatement des modèles. C'est vrai qu'on s'est longtemps demandé si la notion de ressources humaines ne serait pas remplacée, comme elles ont remplacé le personnel. Est-ce que quelque chose va remplacer les ressources humaines? Notre ami Peretti dit toujours que les gens, ils ont des ressources plutôt qu'ils sont des ressources. Donc vous voyez qu'il ne faut pas avoir un défaut de prononciation pour être dans le domaine. Il faut bien faire la différence entre les deux liaisons. Et donc on pouvait penser que si on en arrivait à devoir préciser ce que l'on entendait par ressources humaines, ça voulait dire que le concept avait du plomb dans l'aile, si vous me permettez cette vulgarité. Aujourd'hui, on peut se demander si ce n'est pas forcément d'une autre dénomination que l'on va attendre, mais si aujourd'hui les ressources humaines ne sont pas au stade où la fonction commerciale se trouvait il y a une cinquantaine d'années, finalement. Quand une fonction, on pourrait dire, de gestion de flux, à la limite, le commerce, de diffuser finalement, de lancer sur un marché des produits fabriqués, eh bien, ne s'est pas scindé en deux entre une fonction de gestion de flux d'un côté, mais une fonction de décision, le marketing, de l'autre, prenant des décisions sur quel produit, à quel prix, avec quelle information, etc. Et on a vécu ça avec la comptabilité ou la comptabilité financière qui se scinde très vite dans une finance d'entreprise, je veux dire, qui est vraiment quelque chose qui passionne tous les étudiants de MBA, d'école ou d'université. Est-ce que ce n'est pas la même chose à laquelle on va assister dans les ressources humaines avec une fonction, je dirais, de gestion courante, de gestion des opérations courantes, du flux de personnel, vous voyez, d'un flux de personnel d'ailleurs, qui est de plus en plus réglementé de manière. Et puis une fonction qui est dans la gestion du flux, si vous me permettez cette expression, puis également qui est dans la prévention ou dans la gestion du risque juridique, puisque le risque juridique s'étend. Je ne parle pas simplement des risques psychosociaux, je parle de la GPEC, qui était une donnée typiquement gestion des ressources humaines, qui maintenant est une donnée juridique. On pourrait parler des conditions de travail, avec ce qui est en train de se faire sur la pénibilité. On pourrait parler des procédures d'évaluation. Regardez la jurisprudence qui est en train de se développer autour des méthodes d'évaluation des performances utilisées par les ressources humaines. Donc tout un ensemble d'outils qui étaient traditionnellement l'apanage d'un responsable des ressources humaines qui pensait la bonne intégration des ressources humaines dans la démarche stratégique de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, clairement établi, réglementé, et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Donc vous voyez une fonction, gestion de flux et prévention, gestion du risque juridique. Puis de l'autre côté, une fonction plus décisionnelle, plus stratégique,
La gestion des talents, par exemple. La gestion des talents, alors je sais bien qu'il y a toutes les pratiques possibles derrière un thème, si oui, vous voulez. Sur les anciens cadres à haut potentiel, maintenant. Pour certains, c'est des anciens cadres potentiels, pour d'autres, c'est des approches beaucoup plus subtiles du talent, donc on trouve tout. Mais ceci dit, si vous voulez mettre en place de la gestion des talents, vous vous apercevez bien que il faut que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu à part, qui s'en occupe. Bien sûr. C'est difficilement une gestion qui peut être décentralisée. Alors on peut prendre la gestion des talents, on peut prendre toute la, comment dirais-je, le pilotage d'opérations de transformation. On peut prendre des questions autour de la responsabilité sociale ou sociétale, enfin pour autant que les gens des ressources humaines soient invités à la table. Oui, il y a des thèmes comme ça dont les enjeux décisionnels et stratégiques sont beaucoup plus évidents. Et on peut se demander aujourd'hui si ce n'est pas plutôt à cette espèce de scission de la fonction à laquelle on va assister, plus qu'à une nouvelle dénomination qui viendrait remplacer après le personnel et les ressources humaines, ce que l'on a utilisé auparavant. Les problématiques traitées prendraient en quelque sorte le pas sur l'ancienne fonction qui était censée les rassembler. Voilà, avec des conséquences très importantes au niveau des compétences nécessaires d'ailleurs pour assumer l'une ou l'autre fonction, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui le feront, de la même manière que les gens du marketing ne sont pas forcément de bons commerciaux et que les bons commerciaux ne sont pas forcément de bons spécialistes du marketing. Maurice Thévenet, écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. J'invite à la lecture dans de nombreux numéros de la Revue française de gestion, des différents papiers que vous avez pu produire sur le thème de la gestion des ressources humaines, qui sont très éclairants sur aussi une longue vue sur les transformations de la fonction. Merci de votre venue. Merci de votre invitation.